à tous et bienvenue pour ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Karine. Bonjour, je suis ravie d'être là avec vous et de pouvoir échanger autour d'un petit thé au Café des Lyonnes et je suis très honorée surtout de l'invitation. Merci. Alors c'est surtout nous qui sommes honorés, alors je vais essayer de bien me comporter aujourd'hui parce que je suis pas avec n'importe qui, on est avec, attention, les super représentantes de la place lyonnaise. Karine, on est d'abord accueillis dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental aujourd'hui à Lyon, donc on les remercie. Et je suis vraiment ravie que vous ayez accepté de venir prendre ce café des Lyonnes avec nous, parce que vous êtes professeur je vais pas réussir à le dire, on s'est entraîné. Vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier, et vous êtes surtout chef, enfin pas surtout, mais aussi c'est pour ça que je voulais vous inviter, vous êtes chef du service d'immuno-oncologie... Hémato, j'y arriverai pas, redites-le dans le bon sens. Chef du service d'immuno-hémato-cancérologie pédiatrique au sein de l'IHOP, qui signifie l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique, que je co-administre par ailleurs avec ma collègue, le docteur Marek Bérard. Voilà, donc là, on va pouvoir parler de sujets absolument passionnants. On va pouvoir Je l'espère. Oui, non, mais c'est clair, hyper préoccupants et qui, évidemment, sont dans toutes les pensées de tout le monde, parce que malheureusement, on est nombreux à avoir ou éprouvé la maladie ou avoir des proches qui l'ont éprouvé. Donc, évidemment, ça fait partie de... Et on sait que la place lyonnaise est une place vraiment hyper impliquée sur la recherche, sur tous ces sujets de la médecine. Totalement. Et donc, voilà, donc c'est vraiment très important qu'on puisse entendre votre voix et à travers vous, et bien évidemment vos collègues également qui sont très impliqués. Mais Karine, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée ? Et surtout, ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée ? Mais écoutez, je pense que je peux répondre que oui, je suis une femme engagée. Engagée sur différents points, à différents niveaux. Je dirais d'abord que je suis engagée dans le soin des enfants. Vous le disiez en introduction, je suis professeure des universités, praticien hospitalier. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis médecin pédiatre, hémato-cancérologue, et que moi, mon cœur de métier, c'est de soigner les enfants atteints de maladies graves, et en particulier des leucémies aiguës, qui représentent ma spécialité. Et mon engagement, mon objectif, c'est de soigner et de guérir le plus d'enfants possible. Et j'espère peut-être un jour finir ma carrière, en tout cas c'est mon objectif personnel, de pouvoir un jour finir ma carrière en annonçant à une famille, comme j'ai encore fait juste avant de venir vous voir, que leur enfant a une leucémie aiguë, que c'est un cancer, que c'est une maladie grave, que cela va bouleverser leur vie, celle de l'enfant, mais la leur aussi, et qu'il y a un risque vital qui est engagé, avec un traitement lourd, qu'on va tout faire pour les guérir, les accompagner. J'espère qu'un jour, je pourrai leur dire, ça va être une épreuve, mais on va guérir votre enfant de façon certaine. Et donc ça, cet engagement, c'est vraiment, comme je dis souvent, c'est mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est de sauver des enfants. Mon premier engagement, mon deuxième engagement, c'est de pouvoir, je l'espère, les sauver le plus possible, en tout cas, avec le moins de toxicité et de séquelles. Parce que ces enfants, ils ont 2 ans, ils ont 5 ans, ils ont 10 ans, ils ont 15 ans. Un jour, ça va être des adolescents, un jour, ça va être des adultes. Mon objectif, c'est qu'ils puissent se développer, grandir, mener une belle vie d'adolescents puis d'adultes épanouis. Et ça, c'est aussi notre travail, c'est-à-dire les guérir plus et mieux, avec le moins de complications pendant les traitements, le moins de risques de complications au long terme. Et pour cela aussi, c'est pour ça que je suis également engagée dans la recherche, parce que j'ai un groupe de recherche sur les leucémies aiguës, parce que je pense que pour les guérir plus et mieux, ça ne peut passer que par la compréhension de ce qui se passe exactement. Or, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui déclenche une leucémie aiguë lymphoïde, par exemple, chez l'enfant. On n'a pas de facteurs prédisposants dans plus de 95% des cas. C'est des enfants qui arrivent chez nous, qui allaient parfaitement bien jusqu'à présent, qui pouvaient manger bio, pas regarder trop d'écran, etc. Et du jour au lendemain, les parents se retrouvent face à moi, à qui je vais avec une annonce de maladie terrible. Et comprendre comment ça se déclenche, comment les maladies peuvent des fois être plus agressives, comment elles peuvent rechuter, comment elles peuvent être réfractaires, c'est, je pense, essentiel pour arriver, je l'espère, un jour à un Graal d'une guérison complète de 100%, et surtout pour pouvoir avancer dans les développements thérapeutiques et avoir des thérapeutiques qui ciblent vraiment les cellules malades, sans avoir de toxicité parallèle. C'est déjà le cas de l'apparition des immunothérapies depuis quelques années qui nous aident beaucoup dans ces traitements des formes les plus graves avec quand même moins de toxicité.
Alors, vous avez une position hyper importante aujourd'hui. Vous avez une carrière qui est impressionnante. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez le chemin qui vous a conduit à faire tout ce que vous faites. Mais sur cette question d'engagement, je me pose la question en vous écoutant, parce que, bien évidemment, votre travail de chercheuse et de médecin est forcément, de fait, une forme d'engagement. Mais comment on fait quand on rentre chez soi le soir? Parce que, est-ce qu'on arrive à ne pas y penser? Parce que c'est quand même très lourd. Vous accompagnez des familles, des enfants. Il faut durer parce que ça ne doit pas être évident. Alors, je pense que ça, c'est un point essentiel. Tout d'abord, je pense que quand on est sur son lieu de travail, forcément, on apprend dans nos métiers de médecin à prendre aussi du recul, évidemment, et c'est indispensable, comme vous le dites, si on veut pouvoir durer. Surtout dans des spécialités qui vont toucher les enfants, qui vont toucher la maladie grave, qui vont toucher toutes les familles, parce que ce genre de maladie va vraiment toucher toute la société. Et c'est un vrai travail d'apprendre à prendre du recul pour que justement, quand on puisse rentrer chez soi, on soit avec sa famille, ses enfants, qui eux aussi ont besoin de nous et qui nous aident aussi à tenir et à être épanouis, d'avoir aussi ces temps de récupération. Et ça, c'est un véritable travail qu'il faut faire sur soi, en tout cas ce que moi j'ai fait personnellement, et ce qui me permet de pouvoir, on en discutera probablement par la suite, à battre des grosses journées de travail. Je retravaille très régulièrement le soir lorsque mes enfants se couchaient, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais quand je suis avec mes enfants, que je suis rentrée, je suis intégralement pour elles, avec un débriefing de maman, avec qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, les contrôles, les copains, les anniversaires, les petites difficultés de la vie de tous les jours, où est-ce qu'on va faire du vélo le week-end, quel film on va voir. Et ce qui fait que mes filles sont aujourd'hui pas du tout, elles se sentent pas du tout lésées d'avoir une maman qui travaille beaucoup avec des responsabilités, parce qu'elles savent que quand je rentre à la maison, je suis pour elles, et que les temps de travail, je les aurai sur des moments, soit en me levant plus tôt, soit en finissant un peu plus tard, pour ne pas empiéter sur ma vie de famille ou les temps que je vais avoir avec mon mari. Vous évoluez dans un milieu professionnel qui, aujourd'hui, est à parité à peu près entre hommes et femmes, où il y a plus d'hommes, plus de femmes? Comment ça fonctionne? Alors, le milieu professionnel dans lequel j'évolue, il y aura des réponses à deux niveaux. Tout d'abord, la pédiatrie, il faut savoir que c'est un monde qui s'est extrêmement féminisé aujourd'hui. On compte les hommes, de façon c'est vrai? Très claire. Oui, totalement. Parmi les médecins et les infirmiers et infirmières. Ils existent encore, mais ils sont devenus malgré tout une minorité. Donc c'est très féminin. Et malgré tout, sur les postes à responsabilité, sur les postes universitaires, on va quand même retrouver presque une parité, alors qu'on devrait avoir une majorité de femmes et du coup une minorité d'hommes. On retrouve encore une parité homme-femme, ou en tout cas on y tend, parce que le problème, c'est pas forcément un problème, c'est que souvent les femmes vont, entre guillemets, s'arrêter à des postes de médecins, ce qui est déjà extrêmement important, mais ne vont pas forcément s'engager dans la carrière universitaire, dans la prise de responsabilité de chefferie de service, etc., pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, peut-être parce qu'elles se disent qu'elles n'en sont pas capables, et ça on pourra revenir dessus après, et qui finalement, souvent, ces fonctions-là sont prises par des hommes. Et souvent, pendant longtemps, c'est des hommes qui ont été aussi un peu plus poussés que des femmes, qui font que sur des postes universitaires de responsabilité, on va retrouver une parité, voire légèrement plus d'hommes, alors qu'on est dans un monde par ailleurs essentiellement féminin. Oui, mais est-ce que c'est peut-être spécifique aussi à la pédiatrie? Parce que la médecine, en général, on a souvent parlé des mandarins, des professeurs de médecine qui étaient plutôt des hommes. Je pense que la société a évolué. Quand même. Effectivement, comme moi j'étais interne, on avait une grande majeure partie d'hommes, professeurs des universités, chefs de service. Au jour d'aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de femmes. On n'est quand même pas encore à la parité sur toute la médecine. Là, je sors de la pédiatrie, je sors de ma spécialité. Globalement, on a de plus en plus de femmes PUPH, de plus en plus de femmes chefs de service sans être forcément PUPH. On peut être praticien hospitalier et chef de service. Mais on reste quand même avec un peu plus d'hommes. Mais l'évolution, c'est faite. On n'est plus dans une prédominance nette d'hommes, comme ça pouvait être le cas, comme moi j'étais externe, étudiante en médecine, ou même encore jeune interne, où il n'y avait quasiment encore que des hommes. En pédiatrie à Lyon, les chefs de service, comme moi j'étais jeune interne, ce n'était que des hommes. Au jour d'aujourd'hui, on est plusieurs femmes PUPH à Lyon et on est plusieurs femmes chefs de service. Donc on a une évolution vers la féminisation dans la spécialité, mais aussi dans les postes à responsabilité.
Quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande? Vous vouliez déjà être médecin? Oui, je voulais être docteur pour les enfants. Ah, c'est vrai? Ah oui, bien sûr. Donc vous accomplissez votre rêve, là? Exactement. Alors, j'ai eu un moment, un passage en me disant, est-ce que je voudrais pas être neurochirurgien ou d'autres spécialités? Mais quand j'avais 5 ou 6 ans, on me demandait ce que je voulais être plus tard et je répondais que je voulais être docteur pour les enfants de façon très claire et j'ai toujours travaillé, même à l'école, dans ce sens. Je viens d'une famille, mes parents sont absolument pas médecins. Est-ce que je vais vous demander? Pas du tout. J'ai un oncle qui est psychiatre et une tante qui était médecin généraliste. Ouais. Tout le reste de ma famille des deux côtés n'était pas du tout médecin. Mes parents, pas du tout non plus. Je viens d'un milieu plus populaire, on va dire. Et quand j'étais à l'école, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu être docteur pour les enfants. Et quand j'ai compris que être docteur, c'était difficile et qu'il fallait beaucoup travailler, j'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Ok. Donc, est-ce qu'on vous a dit non, faut pas faire ça, tu n'y arriveras jamais, c'est beaucoup trop compliqué? Ou est-ce qu'on vous a dit c'est pareil, les femmes elles font pas ça? Ou est-ce qu'on vous a dit écoute, si tu... Non, alors je pense que j'ai eu de la chance. Comme je vous l'ai dit, je viens pas d'une famille de médecins, mais une famille, ma mère nous élevait, donc elle ne travaillait pas, seul mon père travaillait, j'ai 2 autres sœurs. Ouais. Et j'ai eu des parents qui nous ont, au contraire, ma mère qui ne travaillait pas, nous a toujours dit à mes sœurs et moi, je ne veux pas que vous fassiez comme moi, je veux que vous ayez un bon métier dans les mains et que vous soyez autonome. Ouais. Donc ça, c'est toujours quelque chose. Et comme j'avais des bons résultats à l'école, au contraire, elle mettait beaucoup de confiance. Et je lui disais, moi, je veux être docteur pour les enfants. Elle disait, on te poussera à être docteur pour les enfants. Ça sera difficile, mais en tout cas, on sera derrière toi. Donc au contraire, il y avait plutôt du soutien moral, sans, entre guillemets, avoir de pression, sans avoir rien à prouver à personne. Oui. Mode, si j'avais pas réussi, j'aurais... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous aviez le droit de tenter. La pression, je me la mettais à moi-même. Que les choses soient très clair, c'est vraiment le métier que je voulais faire et je me suis mis cette pression toute seule. Ce n'est pas mes parents qui m'ont mis cette pression. Et ça venait d'où, vous savez? Il y a quelque chose qui vous a marqué petite fille ou c'était... Alors quand j'étais plus petite, j'avais de l'asthme et j'avais été hospitalisée une fois quand j'étais plus jeune et je me rappelle bien de cette hospitalisation en plein été où je devais avoir 4 ou 5 ans c'était pas les mêmes conditions qu'au jour d'aujourd'hui. On était 2 par chambre, il y avait une salle commune de télévision, une salle de bain commune. Et je me souviens d'avoir la visite du grand patron de l'époque, avec certainement ce qui devait être à l'époque les internes, les externes, où c'était les enfants qui allaient dans une salle de visite et où je me souviens avoir raté la marche pour monter sur la table d'examen avec quelqu'un qui était venu me tendre la main, où je me souviens même pas exactement ce que j'avais, mais je me souviens qu'il y avait un petit garçon qui, lui, avait une perfusion. Il était donc très, très malade. Ouais. Moi, j'en avais pas et je me souviens que on ne m'avait pas laissé sortir quand même sur le week-end en me disant on a besoin de te surveiller. Et je pense que ça a peut-être aidé à me donner envie de soigner les enfants. Et, ça vous a marqué? Probablement. Peut-être qu'il n'y avait pas que ça, mais en tout cas, ça peut avoir aidé. Ça a joué, oui. Et donc après, vous avez fait la fac de médecine à Lyon? Oui. Ok. D'une seule traite, vous avez fait toutes vos années, c'est ça? Donc, je pose toujours la question parce que ça me paraît tellement incroyable. En gros, en plus, moi, je viens de Toulon. Donc, En fait, je suis née à Lyon. Ouais. Ensuite, mes parents ont déménagé à Toulon quand j'avais 3 ans, justement à cause de mon asthme, parce qu'on leur avait expliqué qu'il fallait un meilleur climat pour moi. Donc, on avait déménagé. Mes sœurs sont nées après. Et pour diverses raisons, je suis revenue à Lyon quand je suis rentrée en première année de médecine. D'accord. Donc, je suis partie de la maison. Ça restait quand même un moment difficile. Là, le départ de la maison et l'arrivée en première année de médecine, à l'époque où le numerus clausus était le plus dur, on était plus de 500 dans la fac, ils en prenaient 60 en première année. Ah oui, c'est sûr. Donc, c'était pas simple. On travaillait tout le temps, avec des cols, etc. Bref, j'ai quand même réussi à m'avoir ma première année du premier coup. Ouais. Et effectivement, ensuite, j'ai fait mes 6 années de médecine. J'ai passé l'ECN, l'examen national classant, sur la première année de réforme. Donc, j'ai pu essuyer les réformes. J'ai eu cette chance. Voilà. Et j'ai eu le classement qui me permettait de faire ce que je voulais où je voulais. D'accord. J'ai quand même hésité sur d'autres spécialités à ce moment-là. Et j'ai fait un pour et contre la veille du choix. Et la pédiatrie l'a emporté. Et donc, j'ai choisi pédiatrie, finalement, à Lyon. Et donc, j'ai fait mon internat de pédiatrie spécialisée à Lyon, où je me suis surspécialisée après mon 2e semestre en hématologie pédiatrique. Ouais. Et pour la petite histoire, c'était la seule spécialité que je disais que je ne ferais jamais, parce que pendant que je faisais les études de médecine, l'hématologie, je me disais, ça, j'en ferais pas.
C'est compliqué, c'est des maladies graves, etc. Je pense qu'à l'époque, je ne savais même pas que l'hématologie pédiatrique existait, parce que ce n'était pas forcément enseigné. Et à la suite de mon 2e semestre d'interne en pédiatrie, j'avais rencontré quelqu'un qui allait être l'assistant chef de clinique du service d'hématologie et qui m'avait dit, écoute, ce que tu aimes, c'est réfléchir, le contact, la cancérologie et l'infectiologie. Va en hématologie, tu trouveras ton bonheur. Donc j'ai fini par l'écouter. Et pour tout vous dire, mon mari, que j'ai rencontré en 3e année de médecine, et on est donc ensemble, là on va fêter nos 20 ans de mariage cette année, on vient de faire nos 24 ans de vie commune, donc on a tout fait ensemble. Quand je rentrais en lui disant, je vais en hématologie au prochain semestre, il m'a dit, je comprends pas là, faut que tu m'expliques. Et en fait, ça a été une révélation. J'ai trouvé ça extraordinaire sur un challenge intellectuel, parce que c'est des enfants qui sont gravement malades, qui peuvent faire toutes les complications du monde et de la Terre, mais vu le pronostic qu'ils ont, les taux de guérison, on se bat et on sait pourquoi on se bat. On se bat pour les guérir et on ne peut pas se permettre le moindre faux pas. Et en même temps, on passe d'une maladie qui peut être mortelle à des taux de guérison qui sont incroyables, et c'est ce qu'on annonce aux familles. On leur annonce des maladies graves, on dit mais on va être là, on va vous accompagner, et on ne vous lâchera pas jusqu'à ce qu'on arrive à la guérison. Et c'est vraiment ce qu'on met en place, avec par ailleurs une simulation intellectuelle de chaque instant, et puis évidemment des relations humaines qui sont forcément fortes, par définition. Et donc c'est à la fin de ce semestre, je me suis dit peut-être que c'est ça que je veux être quand je serai grande. Et donc j'ai quand même continué un internat de pédiatrie, parce que pour moi c'était important d'avoir une vraie formation de pédiatre. Je suis passée en endocrinologie, en rhumatologie, en néphrologie, tout en continuant ma formation de surspécialité d'immuno, hémato-cancérologie et d'infectieux. Donc je suis repassée en hémato, j'ai fait des formations supplémentaires, et à la fin de mon internat, j'ai fait un master 2 recherche, où je suis allée faire de la recherche pendant une année. J'ai trouvé ça passionnant. Je me suis dit qu'un jour j'aimerais bien en faire un peu plus, mais j'étais pas encore orientée sur une carrière universitaire. Moi, finalement, ça s'est fait parce que j'ai coché, entre guillemets, toutes les cases, c'est-à-dire que j'adorais enseigner aux plus jeunes, et j'adore toujours, je coordonne tout l'enseignement de pédiatrie de Lyon Sud à ce jour. J'adore pouvoir former les futurs médecins de demain, les futurs pédiatres, les futurs hémato-cancérologues, c'est une vraie vocation pour moi, de pouvoir faire de la recherche clinique et de la recherche fondamentale. J'ai pas de grandes prétentions, mais de pouvoir apporter un plus dans la compréhension des leucémies, une petite pierre à l'édifice. Ça me permet aussi de me dire que je fais quelque chose quand les rares patients qu'on n'arrive pas à guérir, ça reste tellement dur pour les familles, mais pour nous aussi. C'est aussi ma pierre à l'édifice que j'essaye d'apporter avec mon équipe, de dire si on arrive à comprendre un peu plus, peut-être qu'on pourra un peu mieux les traiter. Et donc forcément, je me suis impliquée très spontanément et naturellement dans la recherche clinique, dans la recherche fondamentale. Et puis dans mon activité clinique, j'ai toujours été très chat noir, donc j'ai vu... Et je continue à avoir beaucoup de patients, etc. Mais ça veut dire quoi, très chat noir ? Chat noir, un médecin chat noir, c'est celui où, quand le médecin est de salle, il y a beaucoup de découvertes, beaucoup de complications. Enfin, en gros, il se passe pas mal de choses, pas toujours simples, mais qui sont très stimulantes intellectuellement, très stimulantes humainement. Et donc, j'ai beaucoup de patients à charge, mais je trouve ça passionnant d'emmener tout le monde. Et finalement... après mon Master 2, j'ai pris mon poste de chef de clinique à l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique où le déménagement avait été fait. J'ai continué à enseigner aux plus jeunes, à la fac. J'ai continué mes travaux de recherche et j'ai continué aussi à emmener les équipes parce que c'est là où la partie aussi ressources humaines est rentrée en jeu. En fait, finalement, quand on est médecin, chef de clinique ou bien plus chef de service, on emmène des équipes avec nous, des équipes médicales, bien sûr, d'internes, d'externes, de médecins juniors, mais on amène des infirmières, des auxiliaires. Et en fait, c'est finalement, on construit ensemble. On construit pour améliorer le soin, pour améliorer la prise en charge. On construit pour que les personnes qui travaillent avec nous soient contentes de venir travailler, qu'elles y trouvent plus-value et qu'elles se disent le matin, je me lève pour ça. Et donc, c'est là aussi que j'ai commencé à construire. Et finalement, à ce moment-là, on m'a dit, il y a des opportunités. Il y a une voie là qui s'ouvre devant toi pour être universitaire. Mon ancien chef de service est arrivé, il me dit, mais je pense que tu as tout le profil pour y aller. Est-ce que tu veux te lancer ? Et je me suis dit, finalement, si c'est ce qui me permet de continuer de l'enseignement, de la recherche, d'être dans l'engagement au niveau des soins de haut niveau et de pouvoir emmener des équipes, allons-y alors. Et donc là, je suis partie à ce moment-là à Paris, 3 ans, faire ma thèse de sciences, donc faire mon doctorat uniquement en recherche. Donc j'ai travaillé avec que des chercheurs en hématologie pendant 3 ans. C'était passionnant. J'ai créé tout un réseau et j'ai appris, beaucoup appris. Et quand je suis revenue, j'ai pris déjà des fonctions de médecin, maître de conf, donc médecin hospitalo-universitaire, en dessous de PUPH.
avec développer la clinique, développer aussi mon rôle en France, dans les comités leucémie, de la Société française de lutte contre le cancer de l'enfant, à l'international, développer mon activité de recherche, poursuivre mon activité d'enseignement. Et petit à petit, j'ai monté mon dossier pour être professeur. Parce que ça reste... Je pense que c'est quand même quelque chose... Oui, c'est une très grosse étape, je crois, dans la vie C'est une très grosse d'un étape. médecin. Passer professeur de médecine, c'est très dur. On va pas se mentir, c'est très dur parce qu'il faut être bon en médecine, il faut être bon en enseignement, il faut être bon en recherche, il faut être bon en ressources humaines, mais plus en management. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on ne nous a pas appris, qu'on apprend ensuite après. Donc et en même temps, c'est passionnant. Et ça, pour moi, devenir PUPH, c'était surtout pas un objectif, comme ça peut l'être encore pour quelques personnes. C'était surtout un moyen d'aller encore plus loin sur la scène nationale, internationale, sur la scène comment s'engager dans l'enseignement des futures générations, des futurs médecins, s'engager dans la recherche. Là, on a monté un consortium avec le Centre de recherche en cancérologie de Lyon, le CIRI, le Centre de recherche en infectiologie, avec Marseille, avec le CLB, avec les hospices. On a monté tout un consortium d'excellence pour la recherche où on avance main dans la main. Hématologues, oncologues, chercheurs, médecins lyonnais, et on a des beaux projets pour comprendre le cancer, pour développer de nouveaux traitements. C'est un engagement sur un plan, la scène nationale, et aussi sur la scène locale, parce que je pense que c'est aussi nos rôles de médecins. En tout cas, ça, pour le coup, c'est purement personnel, de chef de service, de PUPH, d'engager nos services, non pas uniquement dans notre service, mais au sein de l'institution. On a quand même des énormes institutions, des belles institutions. Les Hospices civils de Lyon, en ce qui me concerne, l'Université Lyon 1, ce sont des magnifiques institutions qui permettent aussi le développement des médecins, des chercheurs et de notre ville. Le Centre Léon Bérard aussi, avec qui on travaille communément. Et c'est aussi nous positionner dans la ville. Et je pense que pouvoir discuter également avec des gens qui vont faire les politiques de santé, c'est essentiel. Je pense qu'en fait, si on veut avancer, c'est indispensable que médecins, chercheurs, politiques, on puisse se parler, se comprendre et avancer ensemble parce qu'on veut la même chose, le bien-être de nos patients et de la population et des enfants. Et est-ce qu'il y a une spécificité justement à Lyon, dont on parle souvent comme berceau de la santé publique en France? Est-ce que vous le ressentez, vous, au quotidien, cette spécificité lyonnaise de ces secteurs et ces milieux qui se mélangent? Je pense qu'en tout cas, historiquement, Lyon a toujours été une place forte de la médecine et c'est pour moi, en tout cas, transmis par justement nos institutions et nos universités. On sent que la part des doyens, des directeurs d'hôpitaux, que ce soit les hospices, le Centre Léon Bérard ou autres, ou même les pouvoirs publics autour, on sent qu'il y a un engagement très fort dans la santé, dans la recherche, dans l'innovation thérapeutique. Et on sent pour ça qu'on se sent soutenu et épaulé par nos institutions et nos universités. Donc c'est très encourageant et très engageant, je trouve. Donc aujourd'hui, vous êtes co-administrateur de cet institut spécifique qui coordonne un peu les travaux et de soins et de recherche, c'est ça, sur le sujet. Est-ce que vous avez eu le sentiment que le fait d'être une femme, ça a été un frein, au contraire une avancée, enfin un plus, ou en fait c'est pas le sujet, parce que le sujet c'est ce qu'on livre et le contenu de ces travaux de recherche ou de... Alors, je ne pense pas que ça a été un frein, parce qu'effectivement, je pense qu'on a suffisamment avancé, et j'espère qu'il faudra encore continuer à avancer pour avoir vraiment, j'ai envie de dire, une équité parfaite entre hommes et femmes, mais je pense qu'on en discutera juste après. Je pense que le fait que je sois une femme et pas un homme n'était entre guillemets pas un problème, parce que je suis à l'IHOP depuis un certain nombre d'années, et les gens nous jugent pas sur ce qu'on est, mais sur ce qu'on fait. D'accord. Vous voyez, c'est pas des paroles, c'est des actes. Oui. Ils voient l'engagement dans le soin, ils voient dans l'engagement dans la renommée de l'IHOP, ils voient l'engagement dans la recherche ou dans l'enseignement. Et donc, c'était assez naturel que ce soit moi qui, en tout cas, postule pour prendre la suite. De la même façon, ma co-administratrice est également une femme, le docteur Perrine Maric Bérard. Elle a cette vocation-là côté cancérologie, et on co-administre ensemble avec une vraie discussion, un vrai échange, sachant que nos 2 directeurs administratifs, ce sont des hommes. Et on discute vraiment d'égal à égal. On ne se pose pas la question de savoir si on a une femme ou un homme face à nous. Et je pense que c'est réciproque. Et c'est la même chose pour nos directions générales des 2 côtés. Donc je pense que ça n'est pas le problème. Mais par le passé, dans d'autres situations, je pense qu'il est arrivé parfois des moments où il a fallu un peu se battre ou montrer un peu les dents dans des projets de recherche, des projets de soins, etc., où il y avait des fois des hommes un peu influents qui l'idée.
et qui pensaient, je pense peut-être intuitivement, que j'étais une femme donc gentille, etc. Alors je suis gentille et bienveillante, mais pas quand potentiellement il y a des intérêts quand il faut plus importants. J'ai aucun les travaux de recherche ou autres. En tout cas, c'est quelque chose que je pense être juste et que je pense être moteur pour faire avancer et le soin et la recherche et la prise en charge des enfants ou des patients en règle générale. Je peux ne plus être gentille et que ce soit un homme ou une femme face à moi ne me fait absolument pas peur. Il est là le point et c'est comme ça aussi que je lève mes filles. Je pense que aujourd'hui, être une femme ou être un homme ne devrait même pas être le sujet. Moi, j'ai 2 filles et ce que je leur explique et ce que je leur apprends, et je les élève. Et mon mari, bien sûr, est complètement complémentaire avec l'idée que, qu'elles soient filles ou garçons, elles pourront faire ce qu'elles veulent dans la vie. Oui. Et ce qu'il faut, c'est ce qu'elles vont y mettre. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai de nombreuses étudiantes, des internes, des externes, des docteurs juniors, etc. Et je pense que c'est ça aussi que j'essaie de leur transmettre. Le problème n'est pas d'être, on est une femme ou pas un homme. Pendant très longtemps, la société a plutôt quand même privilégier les hommes, pousser les hommes. Souvent, on expliquait à l'école aux filles que les filles, elles étaient nulles en maths, que c'était les garçons qui étaient plus forts. Ça, il faut que ça arrête, ça disparaisse complètement. Je sais. Là, ça revient un peu. Hein. Exactement. Ça s'est atténué. On a le sentiment que ça revient. Et je pense qu'effectivement, pour comment on fait... Là, je pense qu'il est là le travail de fond. C'est qu'on arrête de dire aux petites filles qu'elles sont moins bonnes que les petits garçons. Qu'on arrête de dire aux petits garçons que c'est à eux que reviendront les postes à responsabilité. On peut être une femme et s'épanouir dans son travail avec un poste à responsabilité, tout en étant une mère de famille et une épouse. Mais alors, comment vous faites, vous ? Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais je n'ose pas imaginer vos semaines. Vous avez un rythme de... Bah oui, c'est ça. C'est quoi votre rythme de travail ? Parce que comment on fait pour concilier sa vie perso et à la fois, vous avez quand même parlé de recherche, vous avez des patients, et en plus, après, il faut gérer tout le volet administratif et de management des équipes. Ça fait beaucoup quand même pour une seule personne. Ça fait charger, mais je pense que le maître mot, c'est l'organisation et la priorisation. D'accord. C'est-à-dire que dans ma semaine, il y a des moments que je privilégie pour certaines activités. Par exemple, aller voir mon groupe de recherche, c'est le lundi matin. Lundi matin, sauf priorité autre, je vais au laboratoire, je vois mes doctorants, post-doctorants, étudiants, on fait le point sur les projets, où est-ce qu'on en est, comment ça avance, etc. Et ils savent que je suis joignable tout le reste de la semaine par message, etc., en cas de besoin rapide. Mais globalement, j'ai mis en place un groupe qui avance, qui a une autonomie, et je les vois de façon hebdomadaire. Pendant longtemps, au début, j'avais un sentiment de culpabilité de me dire que je les voyais qu'une fois par semaine, etc. Finalement, en discutant avec eux ou d'autres collègues chercheurs qui sont H24 enfin pas H24, mais qui sont sur place en permanence, ils m'ont dit, en fait, on pense qu'on te voit plus nous que des collègues qui, eux, ont leur encadrant sur place, donc au contraire. Donc ça a aussi levé cette culpabilité. J'ai des moments de consultation, j'ai des moments de tour hospitalo-universitaire dans le service, j'ai des moments que je dédie, entre guillemets, à rencontrer les étudiants, à rencontrer les équipes. J'ai les temps dédiés pour les patients et ensuite j'essaye, alors ça j'y arrive pas toujours, mais de garder des petits intervalles de temps dans chaque journée pour absorber les urgences. Justement, un patient qui a un problème qu'il faut aller voir rapidement ou un problème administratif ou un problème de gestion de ressources humaines. Donc j'essaye d'avoir ces temps-là pour les absorber. Je commence le matin, je m'occupe de mes enfants, je dépose à l'école et il se trouve que leur école par choix est juste à côté de mon hôpital. D'accord. Donc je cours ensuite et ensuite la journée ne s'arrête pas jusqu'à 19h. 19h je rentre, je m'occupe de mes enfants jusqu'à ce que je les couche et après, un soir sur deux, souvent je retravaille les mails, la gestion des mails, relire les articles, etc. jusqu'à ce que je me couche. Et un jour sur deux, on le réserve vraiment pour être uniquement avec mon mari, discussion, échange et autres. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que je parlais d'organisation et de priorisation. Je ne dis pas que je n'ai pas plein de choses en retard pour il y a 10 jours, que les choses soient claires. Mais il y a un moment, c'est aussi ce travail-là, on en parlait juste en amont, faire ce travail de dire on n'est pas surhumain, on ne peut pas tout faire. On apprend aussi à
dire ça m'intéresse, mais je n'y arriverai pas. Ça m'intéresse et je pense que c'est prioritaire. Ou ça m'intéresse, arrivera. Est-ce qu'il me reste un créneau? Et si je dis oui à ça, ça veut dire que j'enlève potentiellement quelque chose d'autre. Mais voilà, donc c'est cette organisation-là qui est essentielle. En plus, vous n'êtes pas du tout dans des fonctions où on peut se permettre de dire à des gens qu'on est débordé, parce que quand vous rencontrez une famille dont l'enfant a une pathologie grave, vous ne pouvez pas dire, regardez votre montre et dire, en fait, là, il faut que j'y aille, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Non. Donc, il faut vraiment pouvoir se dégager ce temps. On parlait de priorisation pour moi, et ça, je l'ai toujours dit, et mon équipe le sait, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a une certaine légitimité et qu'ils me suivent. La priorité absolue pour moi sont les patients et justement mes équipes soignantes. C'est-à-dire que même, il m'arrive des fois d'avoir des réunions pour gérer des choses, etc. S'il y a des complications chez certains patients que je dois voir, je vais annuler les réunions. Pour l'organisation, ça va très bien, mais le plus important, c'est les patients et leurs familles. Ou si mes équipes ont besoin de moi, là, j'organise des choses régulières, mais s'il y a une urgence, c'est mes équipes qui sont prioritaires, de façon nette. Donc ça, ma priorisation, elle est faite. Parce que si je ne suis pas capable, pour moi, d'être présente pour eux, je ne vois pas à quoi je sers, entre guillemets. Je ne peux pas faire le reste si le socle, pour moi, n'avance pas. La chefferie de service, c'est ça aussi. C'est assurer le soin de l'enfant, mais pour assurer un bon soin de l'enfant, il faut assurer tout le reste. Il faut être présent pour ses internes, pour ses collègues aussi, pour les valoriser aussi, leur donner leur rôle, leur responsabilité. Il se trouve que dans mon équipe, on parlait de féminisation, je n'ai aujourd'hui que des femmes. J'ai un collègue homme qui va bientôt, pour différentes raisons, partir sur un autre hôpital. Donc côté hématologie, côté oncologie, il y a des hommes aussi. Mais côté hématologie, je n'ai qu'une équipe féminine, avec des femmes, avec des enfants, voilà. Et c'est aussi trouver cet équilibre entre le soin, mais aussi, elles, on est en CHU, leur donner leur place dans leur surspécialité respective, qui est aussi valorisante, qui aussi met l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique sur une place non pas que locale et régionale, mais c'est aussi une place nationale. Et c'est aussi ce développement-là sur lequel je travaille et sur lequel on fait des jolies choses. Et est-ce que dans le domaine de la recherche, parce que je comprends que du coup dans votre domaine de spécialité c'est quand même très féminisé, qu'il n'y a plus vraiment de sujet, en tout cas d'équité ou d'égalité femmes-hommes, il faut presque réinjecter des hommes chez vous un petit peu, ça peut être compensé. Des fois ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien parce que c'est super de travailler entre femmes, mais encore une fois c'est ce que je disais, pour moi il n'y a pas de sujet à être une femme ou un homme. Ouais. Et je pense que de revoir aussi des hommes pour justement apporter un minimum d'équilibre, je pense que c'est bien aussi. Est-ce qu'au niveau de la recherche, parce que vous faites de la recherche, j'imagine que forcément ça se passe au niveau national, international. Ça reste peut-être plus masculin aujourd'hui. Oui. Je pense qu'aussi les recrutements sont aussi complexes et l'engagement en recherche est encore différent. C'est pas les mêmes parcours, c'est loin d'être simple aussi. Et effectivement aujourd'hui il y a là aussi de plus en plus de femmes, mais ça reste encore avec une prédominance masculine, je trouve. Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de la perle rare, de vous dire, moi, les femmes parlent beaucoup de ça souvent, en disant, moi, je reste à travailler, j'ai pas le temps, moi, pour les phases de représentation. Je parlais de ça parce que pour la boutade, en préparant l'émission tout à l'heure, on parlait de la période Covid. Et pendant la période Covid, on avait l'impression au démarrage, en tout cas pendant une bonne année, qu'il n'y avait pas de médecins femmes en France parce que les femmes, elles étaient en train de bosser pendant que les messieurs étaient sur les plateaux télé pour expliquer les pathologies. Et c'est vrai que ça donnait quand même l'image que finalement, il n'y avait pas de femmes à responsabilité dans le domaine de la médecine, alors que c'est absolument pas le cas. Est-ce que c'est aussi ce côté un petit peu très féminin d'être tellement orienté, vous avez tellement de trucs à faire que finalement, aller expliquer au grand public, c'est encore autre chose. Et finalement, alors, moi, vous voyez, je suis là aujourd'hui avec vous, alors que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais ça a été compliqué de l'organiser, ce café d'Eliane. Mais on a réussi. Et moi, je pense que justement, communiquer près du grand public, avoir ces genres d'échanges, c'est aussi essentiel. C'est essentiel pour, faire connaître ce qu'on fait, ce que finalement peu connaissent à la base. C'est aussi essentiel pour échanger avec des personnes qui font tout autre chose et se dire que finalement, pour beaucoup de choses, on peut travailler dans le même sens, en tout cas pas forcément ensemble, parce qu'on ne veut pas tous faire de la médecine, de la recherche, mais sur beaucoup de points, on avance dans la même direction et c'est important de se le rappeler, parce que finalement, ce qui manque
de façon prioritaire, c'est la communication, l'échange et la pédagogie aussi. Moi, pour moi, c'est un point très important. Et je pense que ça fait partie de mon métier aussi. Oui, puis il y a un côté aussi rôle modèle, parce que finalement, en vous écoutant, on réalise qu'il y a plein de femmes qui sont professeurs de médecine, qui ont des carrières, qui mènent des travaux ambitieux. Et je pense que c'est important pour plusieurs raisons. Je pense que la société a aussi besoin d'avoir de la pédagogie sur des points importants de médecine. Alors là, je parle vraiment de ma spécialité, la pédiatrie, la cancérologie. Et des fois, je fais des interventions grand public dans le cadre, bien sûr, des associations, etc., pour expliquer ce qu'on fait de façon vulgarisée, bien évidemment. Et je pense que c'est essentiel, surtout dans le monde dans lequel on vit, où on peut trouver sur Internet tout et n'importe quoi, et où la parole de tout à chacun, y compris de gens qui n'ont jamais fait médecine, est équivalente. Donc ça, c'est un rôle aussi d'éducation, et je pense que c'est aussi, ce n'est pas qu'à nous de le faire, mais on doit y participer. C'est important aussi de communiquer sur ce qu'on fait, comment vous voulez que les gens fassent confiance à leur corps médical, à leur corps universitaire, si on ne communique pas, et si on laisse d'autres personnes qui, pour le coup, eux, n'y connaissent rien communiquer, parce que les gens vont prendre la place dans la nature et ils ont horreur du vide. Exactement. Et donc, c'est aussi à nous de mettre ce point-là. C'est important de communiquer aussi, on en parlait, mais avec les pouvoirs publics, pouvoirs de santé, etc., en disant, vous prenez des décisions, mais regardez sur le terrain comment ça se passe, et si on se prenait main dans la main pour avancer tous ensemble, et ça me semble essentiel. Et puis, on en parlait, il y a aussi un rôle bénéfique. Là, je parlais de femme à femme, et effectivement, je pense qu'on a aussi un rôle entre guillemets, je ne dis pas que je suis un rôle modèle, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que nos fonctions doivent aussi inspirer les plus jeunes. Bien sûr. D'avoir justement des jeunes femmes dire, finalement, pourquoi pas moi ? Pourquoi j'y arriverai pas aussi ? Finalement, je ne suis pas moins compétente, pas moins intelligente, et finalement, je ne suis pas obligée de faire un sacrifice, parce que pendant longtemps, c'était ça dans l'esprit des jeunes femmes. Oui. C'était soit je suis maman et j'ai une famille... Et j'ai un métier intéressant, mais dans lequel je ne m'implique pas trop parce que les deux ne sont pas compatibles. Soit je suis carriériste. Finalement, des questions que les hommes ne se sont pas longtemps posées. Alors, et les jeunes hommes, de plus en plus quand même. Ils s'impliquent de plus en plus. Mais pendant longtemps, moi, j'ai encore des collègues masculins que j'adore, où ils sont par mou et par veau, etc. Et où ils ne se posent pas la question de qui va garder les enfants s'ils arrivent tard. Alors que moi, quand je me déplace... Mon mari est aussi professeur de médecine, histoire de simplifier les choses. C'est ça. Quand je me déplace, je me dis, OK, je dépose ma fille à l'école à 7h du matin, ou 7h30, je vais prendre le train, je rentre le soir pour récupérer les filles à la nounou. Enfin, vous voyez, il y a tout, mais au final, c'est de l'organisation, on y arrive. Et je fais à la fois un métier que je pense être absolument passionnant, qui construit, qui développe, et en même temps, je pense pas être, je dirais pas une mauvaise mère. Les mères parfaites existent, c'est juste qu'elles n'ont pas encore eu d'enfants. Donc, à partir de là, on fait du mieux qu'on peut. Mais en tout cas, mes filles, pour avoir beaucoup, beaucoup d'échanges et être très, très proche d'elles, manifestement, elles n'en souffrent pas puisqu'elles veulent toutes les deux être pédiatres. Voilà, pour l'instant. C'était l'évocation. Donc, voilà. Alors justement, quel conseil vous auriez envie de partager avec les lionnes qui nous écoutent et qui se disent qu'effectivement, parce que votre carrière, elle est tellement impressionnante. Enfin, je pense que ça peut faire aussi peur des fois de se dire mais moi, je n'arriverai jamais à faire un truc aussi important. Mais vous êtes partie de zéro. Vous n'avez pas spécialement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas une famille, un environnement familial qui connaissait, donc vous n'aviez pas d'avance. Mais pour autant, vous avez réussi. C'est quoi le secret ? Le secret, je pense que c'est de la passion, en fait. Je pense que quand on se retrouve dans un métier qu'on trouve passionnant, moi, personnellement, ça m'a donné envie d'aller, entre guillemets, toujours plus loin. Et je pense qu'après, c'est aussi des personnalités. J'ai une personnalité qui construit, qui bâtit, qui rassemble. J'ai presque envie de dire, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, si vous voulez, petit à petit... Il y a eu cet enseignement, cet engagement auprès des enfants, leur famille, puis des soignants. Puis, j'ai découvert la recherche et je me suis dit, je n'ai pas la prétention d'être une grande chercheuse. Je n'ai pas du tout cette prétention, mais d'essayer d'apporter un peu avec mon groupe, petite pierre dans la compréhension, dans l'édifice, d'essayer d'améliorer encore les choses, d'apporter encore plus de réconfort à ces enfants et de pouvoir avancer. Et puis finalement, de construire même sur la place lyonnaise. Et ça s'est fait dans une logique, dans une passion. J'ai été aussi très soutenue par mon mari, par mes filles, parce que bien évidemment, ce n'est pas tous les jours simple. Et puis, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, des hommes et des femmes, qui
qui ont fait des métiers, qui font toujours des métiers extraordinaires en se disant ils y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas aussi, et surtout ne pas, entre guillemets, se rendre malade, de ne pas se mettre la pression, se dire en fait vouloir faire ce genre de métier parce qu'on trouve ça passionnant et pas pour ce que ça représente. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce qu'il faut demander de l'aide? Est-ce qu'il faut aller taper à la porte de, je sais pas, de professeurs et de dire Il ne faut pas hésiter. Moi, en tout cas, mes plus jeunes savent que mon bureau est toujours ouvert. Ils ont mon mail, ils ont mon téléphone. Ils savent que je suis là pour eux et ils savent que je vais les accompagner pour qu'ils s'épanouissent. Je pense que c'est ça, c'est les passions et l'épanouissement. Chacun trouve son épanouissement. Mais je pense qu'il ne faut pas en tout cas s'arrêter en se mettant son propre frein, en se disant « j'y arriverai pas ». À ce moment-là, il faut venir toquer à ma porte. Et au moins, on en discute, on échange et aller chercher de l'aide et des gens bienveillants, que ce soit des hommes et des femmes qui ont envie d'accompagner les plus jeunes ou les moins jeunes à s'épanouir ou prendre des postes avec plus ou moins de responsabilités. On est nombreux. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, au contraire, on a envie d'avancer ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort. Mais il y a quand même aussi énormément de travail. C'est quand même la base. Ça, on ne va pas se mentir. Il y a du travail, c'est une certitude. Mais voilà, si on n'aime pas travailler, effectivement, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Il y a du travail, mais on n'a rien sans rien. À un moment, il faut aussi acquérir une certaine légitimité. On ne peut pas aussi prétendre vouloir l'idée une spécialité, pouvoir donner des avis très spécialisés ou pouvoir essayer d'avoir un avis sur les patients qui vont le moins bien, si on n'a pas fourni du travail clinique, du travail tout court. Effectivement, c'est un point essentiel. C'est un prérequis essentiel. C'est un prérequis. Et Karine, dernière question de l'émission. Si vous aviez, peut-être pas une baguette magique, je ne peux pas parler à un médecin avec une baguette magique, mais plutôt une feuille blanche, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes elles soient plus présentes, plus visibles, voilà, dans l'espace public, dans le débat public? Je pense qu'il faut les valoriser et dire aux femmes, en fait, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas là, que votre voix compte moins que celle d'un homme. En fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire qu'être un homme ou une femme ne devrait même pas compter. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, s'auto-censurent en pensant que leurs idées, finalement, elles ne sont pas suffisamment bonnes pour être exprimées au reste du monde, au débat public, alors que, si je peux me permettre, il y a des hommes et des femmes qu'il ferait mieux de se taire. Il y a beaucoup de bruit parfois, oui. Il y a du bruit, puis il y a des gens, vu ce qu'ils disent, et on préférait qu'ils se taisent et qu'ils laissent... Voilà. Donc j'ai envie de dire aux gens, et aux femmes en particulier, puisque c'est la thématique, ne vous auto-censurez pas, vous valez, hommes et femmes, on vaut tout aussi bien les uns que les autres. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on soit un homme ou qu'une femme en France en 2025, on doit pouvoir réaliser les mêmes choses. C'est ça que j'aurais envie de transmettre aux auditrices. Eh bien, merci Karine, merci beaucoup d'avoir pris ce Café des Lyonnes ce matin avec nous. Je suis persuadée que ça vous aura passionné. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Merci beaucoup, au revoir.